Compose, hors série numéro 7. Et puis je suis rentrée dans un réseau de femmes entrepreneurs. Et là, je dirais vraiment, ça a été la révélation, parce que j'ai vu toutes ces femmes qui osaient transformer un hobby, un petit truc qu'elles faisaient sur le côté en vrai projet. Là, je suis tombée sur une femme qui faisait en fait un métier très similaire à celui que je faisais aujourd'hui, sauf qu'elle ne relisait pas les livres. Et je me suis dit, ça c'est quand même bizarre d'être coach d'auteur et de les accompagner juste sur la partie visibilité, notoriété, crédibilité et pas sur le contenu. Et j'étais à un séminaire qu'elle organisait et qui m'a d'ailleurs donné envie de me lancer, quoi. Donc vraiment, je lui dois énormément. Et puis elle a dit à un moment donné, mais de toute façon, pour vous faire relire, faites-vous relire par Laurence, quoi. C'est un peu son métier, elle aime faire ça. Je dis, ah oui, moi, je demande pas mieux. Trop bien. Et en fait, j'ai commencé à relire des femmes entrepreneurs qui écrivaient un livre avec l'autre coach d'auteur. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, c'est mon métier, quoi. Et j'ai tout quitté, et je me suis lancée comme ça. Et là, on était effectivement en septembre 2017. Bienvenue sur Compose, le podcast de celles et ceux qui osent créer. Compose, c'est un podcast produit par Minuit Studio, l'agence de communication 360 que j'ai cofondée avec mon associée Julie. Chez Minuit Studio, on imagine des stratégies sur mesure, portées par l'écoute, le sens et la créativité. De l'identité visuelle aux réseaux sociaux, en passant par la production de contenu ou les relations presse, on met tout en œuvre pour faire rayonner vos projets. Pour découvrir l'ensemble de nos services, rendez-vous sur www.minuitstudio.be. Allez, place à l'épisode. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Laurence Ortega, coach d'auteur et d'autrice. Ensemble, on a parlé de son amour pour la lecture et l'écriture, de ce qu'elle retire de ses expériences professionnelles passées, de syndrome de l'imposteur, de l'importance du regard extérieur, du temps qu'il faut pour écrire un livre, de son passage en société, de liberté, de rigueur, de connaître la valeur des services qu'on propose, d'entrepreneuriat féminin. J'espère que l'épisode vous plaira. Et si vous souhaitez le soutenir, c'est possible via Patreon. Je dépose ça là comme ça. Allez, je vous souhaite une bonne écoute. Merci, Laurence, d'être avec moi aujourd'hui sur Compose. Ravie d'être là. Tu es donc coach d'auteur et d'autrice depuis 2017. Peut-être avant qu'on commence, tu peux nous expliquer c'est quoi être une coach d'auteur et d'autrice? Alors moi, c'est particulier parce que je suis coach d'auteur-entrepreneur, comme j'aime les appeler. Donc j'accompagne en fait des entrepreneurs au sens large, des coachs, des thérapeutes, des consultants, des experts, à écrire un livre en lien avec leur pratique professionnelle. Et j'ai vraiment une posture de coach, un peu comme un coach de marathon, je dirais un coach sportif, c'est-à-dire que je leur donne un programme, je leur explique une méthode d'écriture et de publication, de promotion. Je leur donne des choses à faire avec une feuille de route. Et puis, je les accompagne pendant tous les processus. Mais comme un coach sportif qui ne court pas à la place du coureur, je n'écris pas à leur place non plus. Voilà, donc ça, c'est un petit peu ce que je mets derrière le mot coach d'auteur entrepreneur. Trop bien. Et comment tu t'es lancée sur cette voie-là? Ça, c'est une longue histoire. Je dirais que je me suis j'ai toujours aimé lire et écrire. Quand j'étais petite, c'était vraiment mon passe-temps favori, en fait, la lecture. On m'appelait la plante verte parce qu'on pouvait me déplacer comme ça d'un endroit à l'autre de la pièce tant que j'avais un livre en main. Écrire aussi, j'ai vraiment toujours beaucoup aimé ça. J'ai beaucoup écrit à l'adolescence, comme beaucoup d'adolescents, mais quand même beaucoup. C'est revenu vraiment en force dans les années 2000, 2005, où là, j'ai repris contact avec... j'ai suivi des ateliers d'écriture, puis je me suis dit, mais tiens, en fait, ça m'amuserait d'en animer moi-même. J'ai suivi une formation pour animer des ateliers d'écriture, donc plutôt créative et de fiction. Et puis, quand j'ai fini cette formation, que j'ai commencé à animer, je me suis rendu compte assez vite que moi, ma force ou là où je me sentais à l'aise, c'était pas tellement dans la créativité et tu sais, faire exploser l'imaginaire. Moi, c'était plutôt dans relire des textes, les structurer, etc. Et puis alors, à plusieurs animateurs d'ateliers d'écriture, dont Réjeanne Penny, qui en fait m'avait formée, on s'est dit, mais en fait, il manque un chaînon dans le monde du livre, c'est-à-dire que les auteurs de projets longs, donc des romans, des récits de vie, des recueils de nouvelles,
ils n'ont pas d'opportunité de se faire relire. Et donc, ils demandent à leurs proches, qui sont en général pas les bonnes personnes. Ouais. Et sinon, ils se disent, tant pis, je l'envoie à une maison d'édition, puis on verra bien ce qui se passe. Or, ce qui se passe, c'est que la maison d'édition ne donne pas de réponse ou dit, ça ne correspond pas à notre ligne éditoriale. Et en fait, ils n'ont aucune idée de comment ça se passe. Et donc là, on a créé ensemble à plusieurs animateurs d'ateliers d'écriture, à une dizaine, dont Réjeanne Penny, la compagnie des auteurs, des lecteurs et d'auteurs, Cléa, en 2012. Et là, on a commencé à relire des manuscrits de fiction avec des lecteurs bénévoles qu'on formait à notre méthode de lecture commentée, méthode d'ailleurs que j'utilise toujours dans ma pratique, parce que c'est la même idée d'être un lecteur en miroir. Et puis de là, moi j'étais en parallèle, en fait, je travaillais pas du tout dans le monde du livre. J'étais chef de projet dans l'informatique. Ah oui. Donc vraiment rien à voir. Mais j'en avais un peu marre d'être travaillée dans ce domaine-là. Et donc, je me suis dit, ce serait bien que je quitte l'entreprise et que je me mette à mon compte, surtout que Cléa prenait de plus en plus d'ampleur. J'étais passée à mi-temps dans mon emploi dans cette grosse boîte informatique. Et Cléa, c'était du bénévolat à l'autre mi-temps. Et puis j'ai lâché mon job et je me suis dit, bon, maintenant, qu'est-ce que je fais ? Ma sœur avait une agence de com, une petite agence de com, donc je me suis dit, je vais faire du copywriting. Donc là, on revenait de nouveau du côté écriture. Et puis je suis rentrée dans un réseau de femmes entrepreneurs. Et là, je dirais vraiment, ça a été la révélation, parce que j'ai vu toutes ces femmes qui osaient transformer un hobby, un petit truc qu'elles faisaient sur le côté en vrai projet. Là, je suis tombée sur une femme qui faisait en fait un métier très similaire à celui que je faisais aujourd'hui, sauf qu'elle ne relisait pas les livres. Et je me suis dit, ça c'est quand même bizarre d'être coach d'auteur et de les accompagner juste sur la partie visibilité, notoriété, crédibilité et pas sur le contenu. Et j'étais à un séminaire qu'elle organisait et qui m'a d'ailleurs donné envie de me lancer, quoi. Donc vraiment, je lui dois énormément. Et puis elle a dit à un moment donné, mais de toute façon, pour vous faire relire, faites-vous relire par Laurence, quoi. C'est un peu son métier, elle aime faire ça. Je dis, ah oui, moi, je demande pas mieux. Trop bien. Et en fait, j'ai commencé à relire des femmes entrepreneurs qui écrivaient un livre avec l'autre coach d'auteur. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, c'est mon métier, quoi. Et j'ai tout quitté, et je me suis lancée comme ça. Et là, on était effectivement en septembre 2017. Trop bien. Et du coup, comme tu étais déjà passionnée d'écriture et de lecture, tu n'avais pas envie aussi, avant ça, d'écrire toi-même un livre ? Alors j'ai écrit plusieurs choses en fait. J'ai écrit une pièce de théâtre, ça on devait être en 2005 je pense. Je l'ai fait jouer par des amis, tu sais, à l'italienne, donc chacun prend un rôle et ils s'étaient tous mis dans ma cuisine et chacun prend un rôle et on voit en fait si ça colle et si ça marche. Excellent. Et ça donnait pas mal en fait, c'était assez sympa, mais ils n'ont pas voulu la jouer parce que il y avait beaucoup de personnages féminins et dans la troupe il y avait beaucoup d'hommes aussi qui eux ils avaient du coup des tout petits rôles, donc ça c'était pas chouette. Et j'ai pas eu le cran et l'audace de me dire allez je cherche une autre troupe d'amateurs pour la jouer, donc dans un tiroir. J'écris un récit de vie. Parce que j'avais besoin de poser mon histoire familiale, mais mon papa est décédé en plein milieu de l'écriture, donc c'était pas génial, surtout que ça tournait beaucoup autour de lui, donc ce projet-là, dans un tiroir. Ouais. Puis j'ai fait un roman après, je me suis dit, bah oui, faisons un roman avec une femme que j'adore. Et donc j'ai écrit ce roman, je l'ai retravaillé, et en fait, à force de lire les romans des autres au sein de Cléa, je sais voir quand un roman est bon et un roman n'est pas bon, et je savais que mon roman n'était pas super bon et qu'il allait falloir que je retravaille énormément, tu vois, donc dans un tiroir. Après, quand j'ai lancé ma pratique de coach d'auteur, là je me suis dit quand même, il faut que j'écrive un livre, parce que si j'ai pas de livre, je suis pas très crédible. C'est ce qui donne une légitimité aussi. Tu vois, je me suis dit, je peux pas dire aux gens écrivez un livre pour être légitime dans votre domaine et moi ne pas en avoir un. Donc j'ai fait un livre pratique du coup sur comment écrire, publier et faire parler de son livre. Et ça c'était en mars 2018 et c'est vraiment ça qui m'a lancée. Donc j'ai vraiment vécu ce passage de ok, c'est vrai, parce que c'est ce que l'autre coach qui m'avait un peu donné envie de l'imiter mettait en avant. Elle disait, en fait, vous vous rendez pas compte qu'une fois que vous écrivez un livre, vous changez de statut aux yeux des autres, vous devenez une autorité, en fait, autorité dans votre domaine. Et moi, ça a vraiment beaucoup changé les choses. Et puis j'en ai écrit un deuxième il y a 2 ans. Ouais.
Et j'ai encore envie d'en écrire un autre, oui, c'est sûr. Je pense qu'une fois j'y ai goûté, et là, je me sens complètement légitime, par contre. Trop bien. Voilà. Et du coup, quand tu t'es lancée, est-ce que tu t'es direct focus sur les entrepreneurs ? Oui. Et pourquoi ce choix ? D'abord parce que je me suis rendu compte... Enfin, d'abord, j'ai vraiment voulu m'inspirer de ce que cette autre femme faisait, que je trouvais qu'elle faisait bien. Et que j'avais eu tellement de plaisir à lire en fait des livres, des ouvrages de développement personnel, de management. Il y en avait une, c'était sur comment adapter son style vestimentaire pour impacter en tant que femme entrepreneur. Il y avait des livres de déco. Et en fait, je me suis dit, mais j'apprends plein de choses. Donc moi, en fait, ce qui m'anime, c'est rencontrer des gens et apprendre. Et en fait, j'apprends... Alors, je dis pas qu'on apprend rien avec les romans, mais j'apprenais 100 fois plus, tu vois. Ouais. Je faisais des rencontres incroyables parce que j'attire à moi des entrepreneurs, beaucoup de solopreneurs, beaucoup de personnes, beaucoup de femmes aussi, on va dire 2/3 de femmes, 1/3 d'hommes, qui ont lancé leur entreprise parce qu'elles étaient animées de quelque chose de fort. Elles voulaient aider les autres, elles voulaient contribuer, changer les choses et tout. Donc pour moi, en fait, c'est magique parce que je rentre dans les histoires de vie de la personne, même parce qu'on parle toujours un peu de soi dans un livre, même un livre pratique, très souvent, en fait. Et donc, j'ai adoré ça. Et puis aussi, parce qu'il faut aussi appeler un chat, les entrepreneurs comprennent que le livre est un outil marketing et ils sont prêts à investir. Oui, c'est ça. Donc, ils peuvent se payer en fait un accompagnement d'1 an, parce que je propose des accompagnements d'1 an, à un certain prix, c'est vrai, parce qu'ils comprennent, et on calcule d'ailleurs ensemble le retour sur investissement. Ah oui. Et ils peuvent se permettre cet investissement, parce que je dis toujours, c'est pas une dépense, un investissement, alors que quelqu'un qui est plus dans la fiction le voit plus comme un loisir et va... Il y en a qui se font accompagner, mais voilà. Donc c'est vrai qu'aussi que financièrement pour moi, puisque je devais me lancer aussi à 100% dans mon activité, parce que en parallèle de l'écriture du livre, quand le livre est sorti, je me suis séparée. Je dis pas que quand on écrit un livre, on se sépare d'office, mais il se fait que mon mari, le père de mes enfants et moi, on s'est séparés. Et donc il était vraiment important que j'ai un revenu. Donc j'ai aussi, d'un côté par passion, parce que je me sentais super bien là, et de l'autre côté, parce que d'un point de vue business plan, tu sais aussi ce que c'est, d'être entrepreneur, c'est intéressant aussi d'avoir des clients rentables. Ouais. Mais ça, je me suis demandé justement, c'est ce dont j'allais te parler, comment tu fais en sorte que les gens se rendent compte de l'impact que peut avoir leur livre, comment ces solopreneurs peuvent investir une somme d'argent dans un livre et se rendre compte que oui, ça leur servira, parce que justement, quand tu es solopreneur, tu n'as pas toujours des budgets énormes à consacrer à des choses externes. Comment vous travaillez ça ensemble ? Donc moi, je calcule le retour sur investissement sur 2 ans. Je garantis, ou en tout cas, je ne les embarque pas dans un projet si je ne vois pas qu'il va y avoir un retour sur 2 ans. Après, il y a des gens qui décident de le faire quand même, mais moi, je fais ce calcul-là. Donc en fait, tu as 3 sources de revenus, je dirais. Tu as le revenu des ventes du livre, qui peut être assez important si tu le fais en autopublication, parce que toute la vente du livre te revient. Donc, et quand on a bien travaillé sur son marketing, parce que je travaille à la fois sur le contenu du texte, mais aussi sur le marketing, j'ai vraiment une double casquette de coach littéraire et de coach business, on y reviendra peut-être. Eh bien, si elles ont ces personnes ont bien travaillé leur marketing, on doit quand même normalement vendre 300 livres dans les 4 mois qui suivent la sortie du livre, quoi. Sinon, c'est qu'il y a quand même un petit souci. Et donc là, tu récupères vite 6 000 - 7 000 € déjà. Donc tu rembourses la fabrication, le design, le graphisme et une partie de mon accompagnement. Donc ça, c'est une source de rentrée. L'autre rentrée, c'est en fait et c'est pour ça que moi, j'aime travailler avec des entrepreneurs qui ont ce que j'appelle un écosystème autour d'elles. Ça peut être une entreprise, ça peut être une fondation, ça peut être une assoce, ça peut être une collectivité, etc. Mais il faut que derrière le livre, il y ait d'autres choses que cet entrepreneur propose. Et en fait, c'est là que l'argent va rentrer. Et donc, je vais être attentive aussi de dire, si tu es thérapeute et que tu fais des consultations à 55 € de l'heure, ton retour sur investissement va être beaucoup plus lent, parce que sur les 300 personnes qui ont acheté ton livre, imaginons qu'il y en ait 30 qui prennent une consultation, mais ça te rapporte 1 500 €. C'est pas beaucoup. Par contre, si tu fais des programmes de 500 €, il faudra encore que tu trouves 5 000 - 6 000 € par exemple pour amortir tous les frais. Tu trouves 12 personnes sur les 300 qui t'achètent ton programme à 500 €.
eh bien, tu amortis ton investissement. Et sur 2 ans, quand on fait le calcul, c'est quand même très, très rare, enfin, c'est quasi impossible qu'il n'y ait pas un équilibre financier. Et puis, alors, il y a tous les revenus immatériels que je ne peux pas mesurer, mais qui sont là, c'est-à-dire... il y a des gens la plupart de nos auteurs passent à la radio ou ont un article dans la presse. Ils acquièrent une notoriété sur les réseaux sociaux. Ils commencent à donner des conférences. Ils lancent une formation en ligne. Enfin, il se passe plein de choses. Ils ont aussi un sentiment de fierté et d'accomplissement. Et ça, je ne sais pas mettre un chiffre, tu vois. J'ai des personnes aussi qui sont plutôt en fin de parcours professionnel et qui, pour eux, c'est l'heure de la transmission. Et en fait, ça n'a pas de prix. Trop bien. Et du coup, quand tu t'es lancée, comment tu as vécu ton premier accompagnement officiel quand tu étais vraiment à 100% coach d'auteur ? En fait, ce qui est intéressant, c'est que j'ai pas eu de premier accompagnement officiel. Le tout premier, je me rappelle très bien, c'était Pierre Portevin. Et là, j'avais même pas encore lancé mon activité. Je suivais une formation de coaching à l'école de coaching BAO et je faisais la formation avec Pierre. Et Pierre devait remettre un manuscrit à Erol. Il m'a dit, mais relis mon manuscrit. Je dis, mais Pierre, moi je relis de la fiction, quoi. Oui, mais enfin, si tu sais lire des romans, je suis sûre que tu peux le faire. Donc on l'a fait, on a fait un super chouette travail ensemble. Il m'a dit, mais tu vois... et d'ailleurs, Erol a dit, quel travail de qualité. Donc je me suis dit, ok, chouette, je peux le faire. Et puis j'ai fait ce petit saut. Et là, j'ai récupéré les clientes, en fait, de cet autre coach qui ne lisait pas. Et donc, elles sont venues chez moi, donc je les ai relues. Et puis après, elles ont dit à d'autres personnes, mais va chez Laurence, en fait, parce que Laurence, elle fait les deux. Elle relit, mais elle va aussi te conseiller sur la structure, sur le marketing. Et donc, j'essaie de réfléchir qui est je ne sais, tu vois, je n'ai pas le souvenir du premier auteur qui est arrivé de nulle part, parce que ça s'est fait de manière très très fluide et j'ai surtout le souvenir des 5 premières que j'ai accompagnées, mais qui avaient écrit le livre indépendamment de moi, où je suis venue vraiment dans le stade de relecture. Et après, est-ce que c'est Rachel dans les premières peut-être ? Mais j'ai trouvé ça génial et je préfère toujours accompagner les gens dès le départ, en fait. Beaucoup de gens me contactent quand le livre est déjà écrit ou presque fini. Et moi, je leur dis, c'est aussi frustrant qu'un architecte à qui tu dis, viens voir ma maison, dis-moi ce que t'en penses, quoi. Ouais, du coup, tu préfères quand les gens viennent avec une idée de livre, mais n'ont pas encore du tout rédigé. Ouais. Parce qu'en fait, il y a vraiment des questions de base et ils ne se les posent pas. Et quand je viens avec mes questions tard dans le processus... et qu'on se rend compte qu'en fait, ils ne sont pas très clairs pour qui ils écrivent le livre. Et que moi, quand je les lis, je dis, mais en fait, je ne crois pas que c'est très approprié, la manière dont c'est pensé, le ton pour le public que tu vises. Oups, c'est beaucoup plus dur de réécrire tout le livre, en fait. Oui, c'est ça. Alors, ça prend moins de temps de réécrire un livre que de casser une maison, de la reconstruire, par rapport à quand je fais la métaphore de l'architecte. Mais quand même, ça peut être déstabilisant. Alors je dis pas d'office que je remets tout en cause, mais je pose des questions où parfois on se dit... Et puis moi je travaille sur la communication et le marketing et sur l'écosystème de l'entrepreneur dès le départ. Et donc, si on arrive très très tard dans l'aventure, ça devient tard pour lancer la com. Enfin, toi qui es dans la communication aussi, tu sais ce que c'est. Plus tu as ton client tôt, plus tu peux élaborer une stratégie qui tient la route, plutôt que de faire un truc un peu à l'arrache à la fin, quoi. Et avant de te lancer officiellement en tant que coach, tu as suivi une formation. Il y a quelque chose... Comment tu t'es formée ? Comment tu as appris ton métier aussi ? Là aussi, je pense que c'est vraiment sur le terrain. Et moi, souvent, je dis beaucoup aux entrepreneurs que j'accompagne aussi, qu'en fait, c'est là la richesse. Je pense que c'est ce côté... Moi, je dis souvent que j'ai rien appris dans mes années d'entreprise parce que j'ai pas du tout... Enfin, en tout cas, les années que j'ai passées dans cette grosse boîte pendant 14 ans... je dis toujours, j'en ai rien retiré. Et c'est faux parce que je pense que j'ai retiré la rigueur... les plannings, l'organisation, l'importance de mettre des dates et de s'y tenir. De mon passé d'animateur d'atelier d'écriture, j'ai développé cette compétence littéraire de relire un texte. Après, je pense que j'ai je sais pas si tu connais le principe des intelligences multiples Howard Gardner, tu vois, mais il y a 9 types d'intelligence. Et moi, je pense que j'ai des intelligences assez développées dans tout ce qui est structuration d'idées et des choses comme ça. Donc, après, il y a aussi un espèce de talent
naturel. Et après, le reste, c'est beaucoup sur le terrain parce que j'ai pris contact avec des éditeurs pour comprendre comment ils travaillaient. J'ai travaillé avec des imprimeurs, avec des graphistes. Là, maintenant, je viens de faire une conférence avec quelqu'un, un expert du livre audio. En fait, j'apprends avec mes auteurs. Mes auteurs aussi, parfois, me posent des questions. J'ai pas la réponse, je cherche. Donc, oui, c'est beaucoup sur le terrain. Et alors, j'avais fait cette formation de coaching, mais qui était au départ plus un trajet de développement personnel pour moi. Il se fait que j'ai une certification, mais je suis pas coach de vie. Je suis pas là pour remettre en question leur vie. Tu vois, je suis plus un coach. Je suis plus une entraîneur, comme un coach sportif, qu'une coach qui va les faire réfléchir à... Enfin, je pose quand même des bonnes questions, je crois. Donc ça, c'est l'art du coaching, mais je pense que j'aurais pu exercer ce métier sans être certifiée, je pense. Et du coup, la légitimité, le syndrome de l'imposteur, il est parti vraiment au moment où tu as sorti ton premier livre? Ou dès le début, tu t'es sentie légitime dans le rôle que tu prenais? Non, je pense que ça a aidé. Je pense que quand tu disais, tiens, comment je me suis sentie, je pense que le fait que le livre est sorti très vite après les premiers accompagnements que j'ai faits. Et oui, ça a assis ma légitimité, en fait. Je pense que tu sens, quand tu es complètement dans ta zone d'expertise et de facilité, le syndrome d'imposteur, il s'en va petit à petit, quoi. Je l'ai encore. Quand je suis face à quelqu'un que je trouve vraiment génial, avec une expertise incroyable, vraiment un savoir-faire et qui s'enthousiasme et qui me dit, j'imagine que vous avez lu ci, que vous avez déjà... Je dis non. Et là, parfois, tu te dis, oulala, mais en fait, qui suis-je pour l'accompagner? Il a tellement plus d'expertise que moi. Et en fait, j'ai accompagné un auteur comme ça hier, et il me disait, et je lui ai dit, en fait, en toute transparence, j'étais un peu stressée de ce premier entretien avec toi, parce que quand j'ai vu sa préparation, et quand j'ai vu la manière dont il avait préparé... ses premières questions et la manière surtout dont il avait répondu et la profondeur déjà de sa réflexion, je m'étais dit waouh, je vais devoir être à la hauteur. Et puis il m'a dit, mais d'abord, il m'a dit spontanément que ça s'était très bien passé, qu'il avait adoré notre échange, qu'il avait trouvé constructif et challengeant. Mais il m'a dit, de toute façon, tu auras toujours un avantage sur moi, c'est que tu es extérieur. Et ça, je pense que c'est... Et là, c'est la force du coaching, c'est-à-dire que tu poses un regard extérieur et on n'est pas du tout doué pour s'auto-évaluer. Moi, mon livre, je me suis fait accompagner par des gens de mon équipe qui l'ont relu. Parce que j'étais incapable de juger la qualité de mon propre livre, et puis je l'ai fait relire par des bêta-lecteurs dans le public cible. C'est indispensable, un regard extérieur. Comment ça se passe exactement, un accompagnement? Enfin, est-ce qu'il y a un premier rendez-vous vraiment de rencontre, voir si tu détermines si tu vas travailler avec la personne, et puis comment ça s'étale sur le temps? Donc on commence toujours par un entretien gratuit, sans engagement, de 30 à 45 minutes pour faire connaissance, pour que je sois sûre que c'est un projet de livre que j'accompagne. Parce que, par exemple, j'accompagne pas des romans, j'accompagne pas des récits de vie, sauf si vraiment ils ont un lien avec l'activité de l'auteur, que c'est vraiment un témoignage, mais moins. Et pour voir aussi si je suis la bonne personne, si le courant passe. Et puis ensuite, on se voit... La plupart des programmes commencent... En fait, il y a beaucoup de coaching de groupe, parce que moi, je crois fort en la force du groupe. Donc, on se voit 2 fois par mois en groupe. Donc, ça fait 24 fois sur l'année, parce que c'est des programmes d'1 an. Avec un rendez-vous par mois, une après-midi, c'est un atelier d'écriture. Toujours en visio, parce que j'ai des clients un peu partout en francophonie. Et puis, un coaching thématique plutôt marketing, sur des aspects plus marketing, comme donner des conférences, parler de son livre sur les réseaux sociaux, choisir son titre, enfin des choses comme ça. Et puis, le coaching individuel, on va commencer par se voir 2 mois, on se voit 3-4 fois pour définir bien le positionnement, le public cible, l'angle unique. En quoi ce livre va se différencier des autres sur le même sujet ou sur un sujet similaire, et la table de matière, qui est l'ossature de tout. Il n'y a pas de livre sans plan. Et j'en discutais mardi avec les auteurs, je disais, j'ai essayé de croire et de les laisser me faire croire que oui, mais eux, ils allaient pouvoir y arriver sans plan. Ben oui, ils y arrivent, mais qu'est-ce qu'on a perdu comme temps, quoi. Donc vraiment, le plan est
Et c'est un plan, comme disaient les auteurs de la table ronde, parce que j'ai animé une rencontre d'auteurs entrepreneurs il y a 2 jours, et c'était le sujet de la table ronde, structurer ses idées. Ils disaient en fait, le plan, il n'est pas enfermant, il est juste structurant, encadrant, et ça donne une espèce de balise, et c'est une espèce de checklist du contenu que tu veux dérouler. Après, il va bouger, et heureusement qu'il bouge, mais c'est un guide, quoi. Donc ça, c'est les 2 premiers mois, et puis ensuite, il y a l'écriture. Donc là, soit ils écrivent en toute autonomie, soit ils prennent aussi un accompagnement suivi de l'écriture. Ah oui. Et alors là, on se voit tous les 15 jours, et ils font un chapitre tous les 15 jours, Ah oui, ok. que je relis, moi ou quelqu'un de mon équipe, pendant 5 mois, et le 6e mois, on relit l'ensemble. Ensuite, pendant 2 mois, il y a la phase de relecture et de retravail. C'est une relecture extérieure par un panel de bêta-lecteurs dans leur public cible. Donc voilà, s'ils accompagnent, je ne sais pas moi, des patients du cancer, ben ça va être des personnes qui ont eu un cancer ou qui sont dans un cancer. Si c'est pour des cours de cuisine, ben c'est des gens qui ont envie de cuisiner. Enfin, et alors on va essayer toujours de panacher et de trouver un panel le plus représentatif. Et puis, on rencontre les relecteurs, eux rencontrent les relecteurs un par un, et puis on se voit, eux et moi, pour débriefer leur retour et voir ce qu'on garde ou pas de leur retour. Et puis, il y a le retravail. Ça sert à rien de demander leur avis aux gens si tu n'en tiens pas compte. Ouais. Et puis, il y a 2 mois de fabrication en autopublication, ou alors on commence à chercher un éditeur. Mais en général, alors on commence à chercher un éditeur plus tôt, parce que la recherche d'un éditeur, ça prend 9 mois. Ah oui, oui. Enfin non, là, c'est pas vrai. Entre le moment où le contrat est signé et le moment où le livre sort, ça prend en général 9 mois. Ok. Donc ça rallonge 9 mois au processus. Donc on essaie de les contacter avant que le livre soit complètement fini pour essayer de gagner un peu de temps, sachant qu'en général, ils mettent quand même 3-4 mois à répondre. Et puis, en parallèle de ces 12 mois, donc si tu fais 2 plus 6 plus 2 plus 2, on arrive à 12. Et en parallèle de ce trajet d'écriture et de fabrication, on travaille sur plein de petites choses en marketing au fur et à mesure, quoi. Donc Pour ça, toi, c'est un peu le trajet. Il faut 1 an pour sortir un livre? Ouais. Alors, j'ai des auteurs où l'écriture, on peut raccourcir la période d'écriture. On peut se dire qu'au lieu d'écrire sur 6 mois, on va écrire sur 3 mois, par exemple. Genre, tu prends l'été pour écrire. Donc on peut descendre à 8 mois. Mais les 2 premiers mois de départ et les 4 mois de fin sont incompressibles. Et puis surtout, pour moi, c'est pas faire un petit e-book, quoi, vite fait. Alors, c'est sûr que si ton livre, c'est juste ta méthode et que tu as une méthode en 12 points, que tu as un syllabus et qu'en fait, tu transformes ton syllabus en livre, ça peut aller très vite. Mais si tu veux créer un livre qui reflète parfaitement ta pensée, avec des témoignages qui sont un peu sympas, avec aller creuser un peu dans ton expérience perso ce que tu as envie de mettre, donner des exercices, tester tes exercices, etc. Parfois aller faire quelques recherches, etc. aussi. Je trouve que ça, il y a un temps de maturation. Et puis alors, donc déjà au niveau de l'écriture, moi je trouve que quand les auteurs prennent le temps d'écrire, il se passe des choses. J'ai quand même beaucoup d'auteurs qui, en cours de processus, me disent « Waouh, c'est quand même un trajet de développement personnel, voire professionnel. » Parce que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, ils se rendent compte qu'en fait, ils n'ont plus envie de parler à cette cible. Ils me disent « Tu sais quoi, en fait, j'en ai marre de parler de ça. J'ai envie d'écrire des choses, je change de cible, en fait. Je prends des gens plus experts, je m'amuse pas du tout, là. » Et je dis « Bah, ok, mais il vaut mieux le savoir. » Donc, tu vois, donc il se passe des choses. Et si je les faisais écrire, comme il y en a beaucoup qui font, je vous emmène 10 jours à Malaga écrire dans une villa, et c'est super, ça fait un temps de retraite, mais en 10 jours de retraite à Malaga, tu vas pas te poser la question de est-ce que c'est encore le juste positionnement que je veux avoir, est-ce que c'est vraiment ce message clé que je veux faire passer. Donc déjà au niveau du contenu du livre, ça peut bouger. Et l'autre chose, c'est qu'en termes de marketing et de promotion, etc., pour eux, ça prend du temps de faire le coming out d'auteur. Il y en a d'ailleurs qui veulent rien dire, qui se cachent et tout, quoi. Et donc, parfois, c'est même, tu vois, si tu disais, t'écris ton livre en 2 semaines, mais comment tu passes de, j'ai dit à personne que j'écrivais un livre, à tout d'un coup, il est là, ça se prépare, et puis il y a toute la stratégie de, déjà communiquer, je vais sortir un livre. Donc, en fait, si tu sors un livre, c'est que t'es expert. Donc, en fait, tu peux déjà ouvrir tellement de portes. Ouais, c'est clair. Et donc, autant profiter de ce momentum pour ouvrir des portes. De nouveau, si tu écris ton livre en 15 jours, tu ouvres 0 porte pendant les 15 jours. Enfin, parce que tu n'as pas le temps. Donc, moi, je suis assez partisane et de plus en plus de
de le faire sur un temps long, dans un monde qui est de plus en plus rapide. Moi, je prône on est beaucoup dans le slow food, slowpreneuriat, mais moi, je serais dans le slow writing, quoi, clairement. Trop bien. Et là, tu viens de fêter le 75e livre dont tu as coaché l'auteur et l'autrice. Ça te fait quoi à chaque fois qu'un livre sort ? J'adore. Je trouve ça super touchant. Ce que j'adore, c'est quand ils me font une petite vidéo. Donc, en général, le livre est envoyé chez eux. Par la poste, je suis pas toujours là, rarement là d'ailleurs, et alors ils s'autofilment et puis ils m'envoient la vidéo et ça c'est vraiment trop chouette. J'essaye d'être à la soirée de lancement de leur livre quand c'est possible, quand c'est en Belgique, etc. sûrement. Oui, je trouve que c'est magique. Je les vois vraiment, ils changent de posture en fait, c'est vraiment flagrant, et je me dis que parfois je devrais prendre une photo d'eux, tu vois, jour 1 et puis jour de la sortie du livre, parce que vraiment il y a quelque chose qui se passe. Et voilà, et eux ils disent souvent que je suis un peu la sage-femme, leur sage-femme. et je me dis ouais, c'est un peu ça, je suis la sage-femme de leur livre, il y a un peu de ça quand même. Ouais. Trop chouette. Et du coup, c'est des personnes que tu accompagnes sur 1 an. Ça fait pas bizarre une fois que l'accompagnement s'arrête ? En fait, je garde quand même contact parce que justement, peut-être qu'en fait, j'y ai pas pensé, mais peut-être que ce fait que, tu sais, je t'ai dit que j'avais lancé ces rencontres d'auteurs-entrepreneurs et c'était la 5e édition, donc il y a 2 jours. Mais il y a peut-être de ça. Peut-être que j'ai besoin de garder et de lancer cet événement pour garder un contact avec eux. Après, j'étais sûre aussi que, tu vois, c'était des clients one shot, quoi. Ouais. Et en fait, pas du tout. Moi, j'ai des auteurs dont c'est j'en ai déjà quand même 5-6 qui ont écrit 2 livres avec moi ou qui sont en train d'écrire un 2e. Il y en a une qui a écrit 3 livres avec moi. Donc en fait, ça c'est encore plus chouette parce que vraiment, tu revis la même aventure qui va en général pas un peu plus vite, pas nécessairement, mais tu dois plus expliquer la théorie. C'est ça. Tu peux directement sauter dans la pratique. Donc ça, j'aime beaucoup. Ouais. Donc je perds pas vraiment contact. Et puis oui, il y en a où je perds contact, mais ça c'est... Voilà, c'est la vie. Oui. Et puis avec ces rencontres collectives, etc., entre elles et eux, ça crée aussi des liens comme ça entre les auteurs que tu as suivis ? Oui, et je pense que je pourrais encore optimiser ça. Mais je me rends compte régulièrement, il y en a qui me disent « Ah, j'ai fait appel à... » Ils s'échangent, ils se vendent des services entre eux. Déjà, ils s'accompagnent mutuellement. Quand ils cherchent des lecteurs ou des lectrices, ils vont d'abord regarder dans ce groupe-là. J'essaye aussi lors des rencontres de leur demander de poser clairement une demande que je relaye ensuite à l'ensemble de la communauté. Donc, il y a vraiment cette entraide-là. Après, je pense qu'on pourrait aller encore plus loin. Tu vois, je pourrais organiser encore plus peut-être des conférences thématiques, des rencontres croisées entre des auteurs qui ont des sujets similaires, créer un système de je mets en avant ton livre, tu mets en avant le mien. Mais par exemple, mardi, ce qui s'est passé, j'ai adoré. Je vois chacune repartir avec une pile de livres, mais qui est pas c'est pas son livre, quoi. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Elle dit, ah, mais j'ai pris 10 livres de Sophie et Sophie a pris 10 livres des miens parce qu'on a le même public et donc on fait un dépôt-vente l'une chez l'autre. Et là, tu te dis, waouh, quoi, ça c'est vraiment chouette. Et donc il y a quand même des liens qui se créent. Ça, c'est ce que je préfère. Ouais. Comment c'est né justement ces rencontres auteurs-entrepreneurs? Mais c'est venu un peu de leur demande au départ. On se verrait pas. Donc au début, on faisait des apéros entre nous. On allait déjeuner ou toi, c'était assez informel. Puis il y en a un ou deux qui ont dit on créerait pas un cercle d'auteurs avec une mission, une vision et tout. Donc je dis ok, vous voulez vraiment ça? Donc on a défini une mission. À la fois entre nous, qui était justement entraide, partage d'expériences, soutien mutuel, et puis une mission un peu extérieure qui était d'avoir plus d'impact et de faire parler de nos livres respectifs pour... donc moi, ma baseline, c'est ensemble, faisons bouger les lignes. Et donc, de se dire, tous ensemble, on pourrait... en s'invitant mutuellement à des événements, en s'invitant à des webinaires. Tu vois, je t'invite sur mon podcast, tu m'invites sur le mien, et des choses comme ça. On pourrait vraiment avoir beaucoup plus d'impact et faire que les livres de chacun aient une portée beaucoup plus large. Mais là, honnêtement, sur cet axe-là, ça se fait de manière très organique et très spontanée, mais j'ai pas encore mis vraiment de l'énergie pour essayer de encore plus susciter des échanges entre eux. Et donc, les rencontres sont venues un peu de ce constat-là. Je me suis dit à un moment donné, mais en fait, si j'ai créé un événement et que moi, je vais dans beaucoup d'événements de réseautage, j'adore ça,
j'ai été chercher un peu tout ce que je trouvais qui était bien dans les autres événements. Et j'ai fait cette espèce de mix d'une conférence un peu ex cathedra par un expert du monde du livre, puis une table ronde partage d'expérience entre auteurs, et puis un temps de réseautage de 2 heures, qui est la partie que moi je trouve pas la plus chouette, parce que je pense que ce qui est chouette, c'est ce triple format, mais un temps de réseautage formel et encadré, où j'impose des petits jeux pour qu'ils soient obligés de faire connaissance, et puis une partie libre, parce que bon, voilà. Trop bien. Ça, c'est encore un autre boulot, l'organisation d'événements. Du coup, comment tu le vis, ça ? De mieux en mieux, parce que c'est de plus en plus, ça roule, parce que j'ai une checklist. Moi, je dis toujours, à un moment donné, quand ton business grandit, si tu en tout cas ne systématises pas tes processus, donc ça va de mieux en mieux. Après, je trouve que ça continue à me prendre beaucoup de temps en termes de logistique. Il y a toujours le stress. En fait, le pire stress, c'est de remplir l'événement. Ouais. En fait, une fois que j'y suis, j'ai un peu peur, mais je sais que ça va bien se passer, parce que ça se passe toujours bien. Les gens trouvent que j'ai une chouette énergie. Moi, j'adore ça. Je suis vraiment dans ma petite zone de génie, comme on dit. J'aime animer. Mais remplir l'événement, tu as toujours ce stress. Est-ce que je vais le remplir ? De relancer les gens. Ça me demande beaucoup d'énergie. J'aimerais tellement que les gens viennent juste... que ce soit à leur agenda. Alors, ce qui est très chouette, c'est que il y a environ 50 personnes. Sur les 5 premières éditions, on a eu 250 personnes au total. Et en général, des gens qui se réinscrivent d'édition en édition. Ah, trop bien. Et donc ça, c'est très gai, parce que là, par exemple, j'ai ouvert la billetterie et j'ai vu qu'il y avait déjà des gens qui s'étaient inscrits pour l'édition du 23 septembre. Et ça, c'est motivant quand tu dis, bon, déjà, ça fait un petit nombre de personnes qui sont là sans que je dois faire de relance. Comment tu organises ton temps entre les coachings, entre ces événements, entre même du coup les networking auxquels tu vas, les salons auxquels tu assistes, comment s'organise ton temps ? Alors j'essaye de ne voir des clients que le mardi, mercredi, jeudi. Je dis j'essaye parce que j'ai toujours des petites exceptions, mais normalement c'est la règle, pas de clients le lundi et le vendredi. Les réseautages sont en général le soir. J'étais beaucoup ces derniers temps à l'étranger. Donc ça m'a pris pas mal de temps aussi. Mais j'essaye aussi de... Sinon, les événements, oui, ça c'est un peu en plus. J'essaie de réfléchir. Donc oui, j'essaie de... Je pense quand même une grande partie de mon temps... Mes clients, c'est pas plus que la moitié de mon temps. Je crois que c'est pas plus de 50%, et tout le reste du temps, mais je crois que comme beaucoup d'entrepreneurs, c'est... En fait, de la prospection, mais au sens large. C'est-à-dire, c'est pas de la prospection, je suis pas avec mon téléphone, mais c'est d'être dans des événements de réseautage, c'est répondre à des demandes sur LinkedIn, répondre à des mails de est-ce qu'on peut se rencontrer, j'ai entendu que j'ai un projet de livre, comment est-ce que vous pouvez m'aider. Et ce que je trouve qui prend énormément de temps aussi, c'est communiquer dans les newsletters, sur les réseaux sociaux et tout. Ça, je trouve que c'est... je pense qu'on est beaucoup aussi, à part ceux qui adorent ça, mais c'est quand même... assez chronophage, et du coup il y a des fois où je communique pas beaucoup, quoi. Et tes clientes principalement, ils viennent d'où ? Est-ce que c'est justement ces rencontres, ce réseautage, ou c'est le bouche à oreille des personnes que tu as accompagnées avant ? C'est souvent les événements de réseautage où je vais, parce que j'ai un métier particulier qui attire la curiosité. Mais c'est pas immédiat, c'est-à-dire que les gens me disent « Ah, trop bien, je songe à peut-être écrire un livre un jour, je prends votre carte et je verrai bien en temps voulu. » Évidemment, quand je tombe sur quelqu'un qui est sur le point de commencer à écrire ou qui a commencé, ça c'est chouette. Le bouche à oreille, les réseaux sociaux, mais plus... Et j'ai encore eu le cas ce matin, quelqu'un qui dit voilà, j'ai reçu une proposition de 3 éditrices pour écrire mon livre, je demande si je dois accepter. Donc là, tu as les gens qui disent mais oui, évidemment et tout, et puis et puis une de mes clientes qui dit écoute, moi je viens de finir mon livre, il a été publié chez RE, je me suis fait accompagner par Laurence Ortega, contacte-la, quoi. Et comme elle me tague, moi je reçois une petite notification, et là évidemment je dis mais oui, bien sûr, contacte-moi, on en parle. Je vais en tout cas te motiver à accepter la proposition de l'éditrice, tu dois le faire. Et puis voilà, si je peux t'aider autrement, on le verra. Donc il y a quand même pour ça les réseaux sociaux, je trouve, sont puissants, parce que il y a beaucoup de recommandations spontanées, je trouve, entre nous, surtout entre femmes. Je trouve que c'est quand même une pratique très féminine aussi de dire je te donne mes bons tuyaux.
Et donc, ça vient surtout par là et un peu en trafic organique sur le site. Ouais. Je sais pas trop comment, parce que j'ai pas fait un gros travail de référencement. Mais je pense que comme je me suis lancée en 2017 et que j'ai pas changé d'activité, en fait. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui accompagnent les gens dans l'écriture d'un livre et c'est un de leurs axes d'accompagnement, mais ils font plein d'autres choses. Moi, je fais que ça. Et donc, je pense que mon site est bien référencé parce qu'il est depuis longtemps là. Enfin, longtemps. Tout est relatif, mais 7 ans, quoi, et que ça fait déjà une certaine présence. Et à part cette personne qui coachait et qui ne fait pas la relecture, tu connais d'autres coachs, d'auteurs et d'autrices ? Oui. Donc, oui, j'en connais. D'abord, dans mon équipe, il y a des coachs plutôt, mais littéraires, pour le coup, avec qui je travaille, mais qui, elles, vont surtout... Enfin, je dis elles parce que... il y avait 2 hommes et 3 femmes. Là, maintenant, on est plus qu'entre femmes, mais je n'envisage pas... et je n'exclus pas de retravailler avec des hommes. Mais là, c'est vraiment des coachs littéraires qui vont travailler sur le texte. Ouais. Donc, je pense que... Et donc ça, j'en connais pas mal. En France, il y a des personnes très chouettes aussi dont on m'a parlé. Véronique Plouvier. J'essaie de me retrouver les noms maintenant par cœur. Mais je ne sais pas. Après, quelqu'un m'a dit, mais je me demande si elle le fait encore. Donc j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens, comme je te disais, qui le font, mais pas comme métier principal. Il y a aussi beaucoup d'auteurs, par exemple... Christine Lewicki, qui est aussi coach d'auteur sur le côté, parce qu'elle a écrit plein de livres, tu vois, le J'arrête de râler en 21 jours et des choses comme ça. Donc elle a développé une pratique de coaching d'auteur sur le côté. Il y a aussi une autre femme très chouette, je retombe plus sur aucun nom, c'est horrible, qui elle a lancé sa maison d'édition où elle accompagne les femmes principalement qui sont dans le domaine du développement personnel et spirituel. Donc on est plusieurs... Et puis alors, il y en a qui sont très business, mais qui ne relisent pas. Et je pense que moi, je suis une des seules, mais il y en a sans doute d'autres, hein, mais que je connais. Je pense que ma spécificité, c'est vraiment d'avoir cette double casquette. À la fois littéraire et à la fois marketing. Et de vraiment, en fait, faire aussi un peu d'accompagnement sur le positionnement de l'entrepreneur en tant qu'auteur. Et il y a toujours des gens qui veulent écrire des livres. Enfin, ça reste actuel quand même. Ouais, on dit qu'un Français sur 4 veut écrire un livre, déjà de manière générale. Et moi, dans mon domaine, oui, en fait, encore plus, oui. Moi, je pense pas que ça va disparaître parce que... et d'ailleurs, plusieurs auteurs me l'ont dit... notamment la dernière que j'ai accompagnée, elle m'a dit en fait j'ai envie d'écrire un livre alors qu'elle a un podcast qui est avec des centaines de milliers de personnes qui la suivent. Excellent. Parce qu'elle dit le podcast c'est un format court, alors même si ça peut être un format long de 1 heure, un livre c'est vraiment un format long dans lequel tu peux vraiment développer ta pensée et c'est ça qu'elle trouvait intéressant, à la fois pour elle de se forcer à développer sa pensée et à la fois permettre au lecteur et à la lectrice de faire un vrai travail long de réflexion, voire de passage à l'action quand c'est un cahier plus d'exercice. Donc je pense que le livre va pas disparaître. Peut-être qu'il va se transformer en livre numérique ou en livre audio, qui existe déjà. Hein. Mais je pense que le format long du livre va pas disparaître. Et tantôt, tu parlais de ton équipe. T'es indépendante solo ou t'as vraiment une société avec des employés, etc. Ou t'es vraiment indépendante et tu collabores avec d'autres indépendants? Alors, je suis passée en société il y a 4 ans. Voilà, mais j'ai pas d'employé. Je suis mon employé maintenant, donc ça a quand même un peu changé le statut. Et mon entité, ma société n'est plus moi, donc je trouve que c'est intéressant aussi d'un point de vue... pour être clair par rapport à sa sphère un peu pro et perso. Et après, mais je suis solopreneur, comme on dit, et j'ai travaillé avec une équipe de prestataires, donc des coachs littéraires, des imprimeurs, des graphistes, des marketeers, voilà, toute une petite équipe autour. Et justement, tu peux expliquer un peu comment s'est passée cette transition indépendante-société? Pourquoi, en fait, tu as eu envie de ne plus être indépendante en personne, mais vraiment d'avoir ta société? Au départ, c'était un peu un conseil de comptable. C'est souvent le comptable qui dit « Ah, je pense qu'il est temps que... » Parce que j'avais un chiffre d'affaires qui était assez solide. Et elle m'avait dit « Tu pourrais dégager des bénéfices. » Et donc, du coup... elle m'avait dit surtout c'était bien de dissocier personne physique et puis personne morale.
que c'était intéressant, éventuellement, si je dégageais beaucoup de bénéfices fiscalement, mais bon, je dégage pas beaucoup de bénéfices parce que je réinvestis énormément en formation, en outils, en voyage. Je fais pas mal de voyages à l'étranger, et du coup, c'est de l'argent, il faut les payer, les voyages, les logements, etc. Ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que comme j'ai une méthode à moi, en fait, tu as un mécanisme aussi de droit d'auteur. Donc, en fait, tu peux... ta société te verse des droits d'auteur. Et donc, j'ai trouvé que c'était intéressant aussi comme mécanisme, d'ailleurs que j'encourage certains de mes auteurs à faire aussi. Et puis, il y avait la partie aura... Enfin, je pense aussi que ça rassure les gens. Tu vois, ils peuvent aller voir à la banque Carrefour des entreprises. Il y en a qui le font, si je suis stable, quel est mon chiffre d'affaires, si je suis en perte ou pas. Et je pense que ça les rassure de voir que je ne vais pas disparaître, alors qu'en fait, je pourrais disparaître aussi, hein, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc voilà, ce serait à refaire. Je ne sais pas si c'est pas un trajet que je recommanderais nécessairement à tout le monde, pour être parfaitement honnête, parce que je trouve que ça demande quand même... un peu plus de frais comptables, un peu plus de rigueur, un peu plus de dépenses quand même malgré tout. Mais c'était sans doute une étape un peu obligée, comme ça. Tu sais, à un moment donné, c'est comme tu as un petit appart et puis tout d'un coup, tu as une famille, tu vas peut-être avoir une maison. C'est un peu ce sentiment-là de je grandis un peu, je prends la structure qui va avec cette croissance-là. Et ce statut vraiment d'indépendante, même d'avoir ta société aujourd'hui, est-ce qu'il te faisait peur au début ? Oui. Je crois que c'est pour ça que je ne me suis pas lancée avant... moi j'ai 55 ans, hein, donc j'ai lancé mon activité à 48 ans. Moi je me sens super jeune, mais en attendant j'ai quand même cet âge-là. Et je pense que je ne me suis pas lancée avant, parce que moi mon père a été indépendant toute sa vie, mais il a vécu une faillite, il a toujours eu du mal quand même à joindre les deux bouts. Et donc pour moi... mes parents étaient séparés, ma mère m'a toujours dit tu vas pas être indépendante, t'es folle, sois salariée, etc. J'ai une très très peur j'ai une peur de l'insécurité financière qui est vraiment bien là. Donc c'est vrai que pour moi être indépendante c'était vraiment je voyais ça comme une montagne, et en fait je regrette de pas l'avoir fait plus tôt, parce que je pense que c'est quand même une vraie liberté. Après moi, c'est une liberté de pouvoir choisir mes clients, de plus avoir de boss au-dessus de moi qui m'explique qu'en fait, je dois faire comme il dit, alors que je sens que non, en fait, qu'il faut faire autrement. Une liberté d'horaire que moi, j'aime beaucoup. Donc, j'aime travailler le week-end tranquillement, avec un café ou au soleil, ou enfin, je sais pas, de me poser le week-end pour travailler et puis de prendre une après-midi en semaine. J'aime cette flexibilité-là. Après, je pense qu'il faut une vraie rigueur financière, et j'entends trop de personnes qui démarrent et qui ont des redressements d'impôts ou qui savent pas payer les cotisations sociales, et ça je comprends pas, parce que moi dès le départ j'ai été très rigoureuse là-dessus. C'est je ne dépense pas ce que je n'ai pas, je mets de côté ce que je devrais payer. Et donc, du coup, en fait, ce que je pense que mon père n'était pas très doué pour ça. Et donc, du coup, et j'avais quand même un business plan, enfin, peut-être pas un business plan parce que c'est un grand mot, mais un tableau où je me disais, j'ai besoin d'autant pour vivre, et je dois donc gagner autant, et comment je vais faire pour avoir ce chiffre. Alors, on l'a pas les 2 premières années, mais à un moment donné, il faut se dire, si la 3e année, on n'est toujours pas... à l'équilibre et qu'on peut pas se payer de salaire, je trouve que quand même on doit réfléchir avant de se lancer comme indépendant. Mais en fait, c'est pas plus insécurisant que d'être employé, parce que quand je vois autour de moi le nombre de gens qui perdent leur travail comme employés, en fait, t'es jamais à l'abri. Oui. Et toi, du coup, à partir de quel moment t'as pu te dire, ok, je peux en vivre, je peux me verser un salaire en fait qui me permet justement de répondre à mes besoins? Mais j'ai vraiment fait le calcul dès le départ. Très vite, quoi. Je me suis dit, voilà, j'ai besoin d'autant, donc il faut que je gagne x2. Enfin, il faut que je facture x2, ce qui n'est pas tout à fait vrai, mais c'était une idée. Et donc voilà, donc je me suis dit, comment j'arrive à ce chiffre d'affaires, et j'ai aussi un peu calculé mes programmes d'accompagnement et le prix des programmes. Enfin, non, le prix des programmes, je l'ai calculé par rapport à la valeur que j'apportais, mais le nombre de clients que je devais attirer sur un an...
et emmener dans un trajet, je me suis dit, voilà, il faut que j'en ai au moins 4 comme ça, 10 comme ça. Et alors, essayer d'aller les trouver. Et voilà. Donc, je savais quand même où j'allais, tu vois. Donc oui, ça a été assez vite, en fait. La première année, c'était pas viable. Mais dès la deuxième année, c'était viable. Trop bien. Est-ce que ça a été compliqué de déterminer justement ton tarif horaire, de déterminer tes prix? J'avais un coach business, une coach business, qui était d'ailleurs une de ma première cliente que j'ai relue, donc c'était vraiment intéressant, qui m'a aidé à faire ce trajet-là aussi. Et puis, je pense que ce qui m'a aidé... Donc, au départ, j'ai pris un prix assez à l'heure, en fait, qui était un peu le prix du secteur, donc ça, c'était facile. Et puis, très vite, je me suis rendu compte, mais justement, dans ce fameux séminaire où j'ai rencontré cette coach qui faisait mon métier, mais sans relire les livres, elle expliquait cette histoire de pyramide des services et que donc, alors qu'on fait souvent l'inverse, c'est-à-dire que plus tu fais de l'individuel, plus ça doit être cher, et plus tu fais du groupe, plus tu peux pratiquer des prix plus bas. Et donc, ça m'a donné l'idée de me dire, mais en fait, oui, je pourrais essayer de faire des choses plus de groupe, comme des ateliers ou des séminaires, à un prix... Et comme j'étais dans les réseaux de femmes entrepreneurs, je pouvais voir aussi un peu, tiens, voilà, un atelier de 2 heures, ça c'est le prix. Un séminaire de 2 jours, il y a ces prix-là. Donc, tu vois, j'ai commencé comme ça, un peu pour le collectif. Et puis j'ai eu la chance il y a eu la chance et la malchance de ce fameux Covid, mais où j'ai suivi le programme de Valentine Hels-Mortel, qui est vraiment très, très chouette, qui continue toujours à accompagner des gens dans la création de leur formation en ligne, de leur programme en ligne, des accompagnements en ligne. Et là, vraiment, ça a été le déclic, c'est que je me suis dit, mais en fait, je vais proposer des trajets d'1 an. J'ai fait la première fois j'ai testé, parce que c'est en me disant, je fais un programme de 12 semaines. Je pensais le vendre 1 000 €, parce que j'avais un peu regardé, j'avais discuté avec Valentine, avec d'autres gens, etc. Et j'ai dit, je le fais à 660 pour les premiers qui veulent jouer le jeu. Je l'ai d'abord vendu, je l'ai créé au fur et à mesure. Tous les lundis, c'était un peu la panique parce que je devais libérer une vidéo en disant « Je vais vous libérer la vidéo le lundi ». Tu parles, je cravachais le week-end pour faire la vidéo que je devais libérer. Et puis après, j'ai eu des premiers témoignages, donc j'ai vendu la formation. Et puis alors, j'ai commencé à me dire « Mais en fait, je vais rajouter de l'individuel ». Et ça s'est construit petit à petit, en fait. Et puis, j'avais aussi d'autres coachs d'auteurs quand même que j'avais regardés qui demandaient des prix beaucoup plus élevés que moi. Donc, ça m'a aussi complètement libérée de me dire, bon, s'il y en a qui demandent 20 000 et que moi, je demande 8 000 pour 1 an de travail, il y a 100 heures de travail derrière minimum, je me dis, en fait, ça paraît beaucoup d'argent. Et puis, parce que mes programmes, je suis assez transparente là-dessus, je n'ai pas peur de dire le prix, mais ça va entre 2 000 et 8 000 € pour 9 000 € maintenant, parce que pour 1 an. Mais... Voilà, c'est un accompagnement, même avec le premier accompagnement, on a quand même déjà 2 coachings de groupe par mois, plus un certain nombre de séances individuelles. Et puis, je calcule toujours avec eux le retour sur investissement, tu vois. Donc, en fait, je sais que je pense que c'est ça aussi, quand on calcule son prix, il faut un petit peu s'aligner sur le marché, un peu, ou pas. Ouais. On se dit non, je suis plus expert que les autres et donc j'assume et je demande plus. Ou on calcule ce fameux retour sur investissement en disant à la personne... voilà, on en a discuté tout à l'heure, en se disant, tiens, finalement, si je prends quelqu'un pour m'aider pour un événement, mais que grâce à cette personne, j'ai 10 personnes de plus à mon événement que en fait, c'est un coût qui n'en est pas un. Donc, en fait, je pense que c'est là-dessus que... Mais j'ai mis du temps. La première fois que j'ai demandé 5 000 €, là, je me suis dit, waouh, qui suis-je pour demander 5 000 €, quoi, tu vois. Maintenant, je demande 9 000 € et je suis très alignée parce que je sais vraiment la valeur qu'il y a derrière. Et je sais qu'il n'y a personne qui peut offrir ce que j'offre pour ce prix-là, en fait. Enfin, c'est trop bien. Ça peut paraître prétentieux, mais conscience. Tu vois, maintenant, j'ai plus peur. Mais la première fois, oui. La première fois que tu dois demander ce que tu trouves quand même un très, très gros chiffre... parce que moi, j'avais calculé au début que mon salaire, mes rentrées devaient être de 5 000 par mois. Donc, je me disais, ça, c'est le minimum. On dit souvent que c'est un peu le chiffre, si tu veux vraiment vivre de ton activité. C'est un peu le chiffre qui circule, en tout cas en Belgique.
tu dois facturer 5 000, quoi. Mhm. Idéalement, 10 000. 10 000, tu vis très, très bien. 5 000, tu vis. Tu vis, ouais, c'est ça. Et donc, voilà. Donc, c'est vrai que quand tu dis, ouais, je vais sortir un accompagnement à 5 000, qui va le prendre Ouais. Et en fait, ça n'a posé aucun problème. Les gens le prenaient parce qu'ils voyaient la valeur et ils voyaient le retour. Mhm. Donc, souvent, on a un peu peur de fixer des prix hauts. Après, le marché a bougé quand même. Ouais. Je pense qu'en 2020-2021, les gens mettaient beaucoup de budget dans l'accompagnement. Et je vois quand même une tendance à aller chercher beaucoup de contenu gratuit. Mhm. Et donc, le public change. Et donc, les gens que j'attire maintenant, c'est vraiment des personnes qui veulent vraiment être accompagnées. Mhm. Et qui me disent, oui, il y a plein de contenu gratuit, mais j'ai pas envie d'aller le chercher partout et d'essayer de faire le Ouais, puzzle. J'ai envie qu'on prenne par la main, etc. Ouais. Et donc, j'ai moins de clients qui viennent un peu voir ce qui se passe, Ouais, c'est etc. ça. Mais en général, quand ils viennent, alors ils mettent le prix. Et donc, du coup, Ouais. l'un dans l'autre, enfin, toi, c'est un peu changé. Mes Mhm. prix ont augmenté, j'ai moins de monde. Mais du coup, c'est plus qualitatif pour Mhm. moi aussi. Ouais, c'est ça. Donc, et puis, il y a le livre qui reste... Ça aussi, souvent, un argument que je donne aux gens, c'est que le livre permet de... les gens qui n'ont pas beaucoup de sous, ben, je leur dis, achetez mon livre. Mhm. Moi, il y a même un des auteurs qui m'a dit, écoute, ton livre est tellement bien fait qu'en fait, je vais pas prendre ton accompagnement. Super, Merde. non mais merde, Mais cool quand et en même, même mais- temps cool parce Oui, que c'est ça. quel super compliment. Oui, c'est clair. Et donc voilà, moi je dis aux gens, voilà, les gens qui sont venus à la rencontre mardi, qui me disent, je sais pas par quoi commencer, j'ai pas Ouais, beaucoup de ouais. sous, je dis, achète mon livre. Ah oui. Là je dis, là je suis cash. Je dis, écoute, si tu sais pas mettre 25 € pour avoir les premières bases, Ouais. pour savoir ce qui t'attend dans ton projet de livre, Ça payerait pas l'accompagnement, quoi. mais ça t'accompagnera rien du Ouais, tout c'est parce ça. que tu vas devoir à un moment donné trouver une graphiste, imprimer, te faire conseiller. Et si déjà 25 € t'hésites, Mhm. enfin, il n'y a rien à faire. Le livre, c'est quand même du temps. Ouais. Le temps, c'est un investissement. Ça veut dire moi, je dis qu'il faut compter 4 heures par semaine. Mhm. C'est 4 heures où tu fais pas de business, quoi. Enfin, donc, si à un moment donné, tu sais même pas acheter un livre à 25 €, Oui. voilà. Mais donc, je trouve que le livre est bien parce qu'il permet aussi à plein de gens, et dans mes auteurs, il y a beaucoup de personnes comme ça, de pouvoir déjà donner beaucoup de conseils à un petit prix. Mhm. Ce qui est chouette. Et qui est plus structuré que du contenu gratuit Ouais, où ouais. il faut aller lire et ou écouter les 50 vidéos YouTube de 2 minutes, quoi. Oui, c'est ça. Et toi, en fait, quelles sont les plus grandes questions, les plus grands doutes auxquels tu fais face de la part des auteurs et des autrices? Qui suis-je pour écrire un livre? Ah oui. Ça, c'est la première. Le syndrome de l'imposteur, ça, c'est clair. Là, très vite, je les rassure en disant, tu es de toute façon plus expert que ton lecteur. Et il y a des gens plus experts que toi, mais ces gens-là vont pas te lire. Donc, en Ouais, fait, ouais. on s'en fiche. T'écris pas pour bluffer les gourous dans ton domaine. Oui, c'est T'écris pour séduire les gens qui ont... Enfin, séduire. Pour aider les gens qui ont moins d'expérience que toi. L'autre, c'est... est-ce que... Ok, d'accord, je suis peut-être assez expert pour écrire, mais est-ce que je vais trouver un éditeur? Est-ce qu'on va vraiment me lire? Est-ce que je vais être Ouais. assez intéressant? Il y en a qui... le temps. Je vais pas trouver le temps, mais ça, moi, je leur dis, c'est pour tout. Hein. Je veux dire, je dis toujours en rigolant, quand tu tombes amoureux, comme par hasard, là, tu as le temps de voir la personne, le jour, la nuit, le week-end... voilà, tombe amoureuse de ton livre et tu trouveras le temps. Donc, je rigole, mais donc, je trouve que le temps, c'est souvent un faux prétexte. Il y a souvent un autre blocage en dessous. Parfois, il y a un problème de positionnement aussi. Mais les grosses craintes, c'est ça. C'est le temps, qui suis-je pour l'écrire. La peur du jugement aussi. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Soit, oh là là, on va croire que pour qui tu te prends, ou qui es-tu pour écrire un livre, ou et si les gens n'aiment pas mon livre. Et bon, moi, alors je leur dis, ça c'est comme l'entrepreneuriat, quoi. Quand tu montais ta boîte, tu as eu plein de gens autour de toi qui t'ont dit, mais enfin, t'es folle, qui tu es pour lancer une entreprise, tu crois que les gens vont acheter tes services? Oui, en fait. Ma maman aussi, elle m'a dit, bon, ma chérie, maintenant, tu te sépares et tout, tu vas refaire un vrai métier, hein. Mais maman, c'est un vrai métier. Parce qu'elle a eu très peur, parce que tu vois, mes parents se sont séparés. Elle a dû se débrouiller toute seule. Et donc, pour elle, c'était un espèce de métier qu'elle trouvait très chouette tant que j'étais mariée. Mais elle s'est dit, mais comment elle va vivre avec ce truc voilà. Donc, je pense que ça part d'un bon sentiment. Notre entourage, ils ont peur pour nous, tu vois. Mais donc, les peurs ou le jugement qu'ils ont, je dis, si vous avez déjà lancé votre boîte, vous avez déjà dépassé un certain jugement. Et donc, en fait, remettez-vous dans
qu'est-ce que tu as fait pour dépasser cette peur-là, de te lancer quand même, malgré que tout le monde te disait t'es folle. Ouais. Écris ton livre, oui, tu auras des critiques, mais tu auras aussi plein de gens qui vont trouver que c'est juste super chouette ce que tu as écrit. Et ici, je t'ai invité pour un hors-série de Compose pour faire parler celles et ceux qui aident les autres à oser créer. Est-ce que tu es consciente, toi, que justement, tu permets plein de déblocages ? Alors, j'en étais pas consciente au départ, parce qu'au départ, je pensais que j'étais un peu, tu vois, une prestataire. Enfin, tu vois, et en fait, je me rends compte que je suis pas du tout une prestataire, je deviens vraiment une vraie guide pendant un processus. Je pense que ce regard extérieur me permet de challenger beaucoup de choses et de débloquer beaucoup de choses. Et parfois, vraiment, il y a des déblocages de fou. Je me souviens, c'était la 3e session avec une femme. Je lui dis ça s'est bien passé, la table des matières, etc. Parce que je l'avais fort bousculé. J'avais dit, je pense qu'il faudrait vraiment réorganiser. Tu as beaucoup d'expertise, mais on pourrait vraiment le refaire un fil pour qu'on comprenne mieux ton expertise, etc. et qu'on crée une progression. Donc, on avait retravaillé ça. Et puis, je lui dis comment ça s'est passé, comment tu te sens maintenant que tu l'as relu et tout. Et puis, elle se met à pleurer. Je me dis, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai... Enfin, tu vois, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, je l'ai montré à mon mari et il m'a dit, c'est la première fois depuis 10 ans que je comprends ce que tu fais, ma chérie. Tu vois. Et là, tu te dis, waouh, quoi. Tu vois, et là, tu te dis, il y a un déblocage, mais qui va même plus loin que l'écriture. Enfin, il y a le déblocage de l'écriture, mais il y a comme un déblocage d'une prise de conscience de ce que la personne a comme puissance en elle et d'arriver à transmettre ça en mots et que le lecteur ou l'entourage proche dans ce cas-là capte. Ouais. Et je me suis dit, waouh, quoi. Tu vois, ça, c'est chouette. Ça, c'est Trop bien. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a apporté et qu'est-ce que ça t'apporte encore, toi, d'être solopreneur ? D'être entrepreneur ou d'être vraiment solopreneur ? Les deux. Les deux. Entrepreneur, comme je te disais, vraiment, pour moi, je crois que c'est la liberté. Et une liberté comme ça, sans deadline. En fait, bon, moi, je t'ai dit, j'ai 55 ans. Donc, je suis entourée de personnes de mon âge avec qui j'ai étudié, par exemple. On a encore un groupe d'amis très, très proches. Il y en a plein qui parlent de leur pension, qui parlent de ce qu'ils vont faire quand ils vont arrêter de travailler, tu vois. Et moi, ça, pour moi, c'est... Moi, je vais jamais arrêter. Enfin, je vais arrêter de travailler autant. Enfin, je vais diminuer mon temps de travail. Mais moi, j'adorais, à 70 ans, être encore éditrice. Tu vois, peut-être que je ferais plus que 4 manuscrits par an plutôt que 15-20. Mais voilà. Et les événements, je viendrais en guest star, la mamie qui arrive et tout. Avec tous ces auteurs, tout le monde la connaît. Et le truc roule, etc. Et moi, je suis juste là à avoir toute ma grande famille autour de moi, tu vois. Et je trouve que ça, quand c'est ta boîte, il y a cette... je trouve cet enthousiasme de ne pas devoir de fin et de se dire aussi qu'on a quand même construit quelque chose qui, j'espère, va rester après moi. Alors, je pense pas que je vais revendre ma boîte, etc. Tu vois, c'est pas ça, mais j'espère que la communauté me survivra. Ouais. Et en tout cas, tous les livres que j'ai accompagnés seront toujours là. Donc, il y aura quand même une trace. Et beaucoup de mes auteurs, 9 sur 10, me remercient à la fin, dans le livre, tu vois. Donc, il y a quelque part, il y a une petite trace de moi comme ça. Et solopreneur, je pense que c'est une vraie question, parce que j'ai réfléchi beaucoup depuis 2 ans. Est-ce que je grandis ? Est-ce que je forme d'autres coachs d'entrepreneurs ? D'autres coachs d'auteurs entrepreneurs ? Est-ce que je crée une école ? Est-ce que je grandis ? Et en fait, ce dont j'ai peur, c'est de ne plus coacher, en fait, et de me retrouver à devoir gérer une structure. Et de perdre un peu l'essence de ce que tu veux faire. Voilà, tu vois. Mais on se pose beaucoup la question, et j'ai des amis qui ont fait qui ont grandi très très vite dans le monde entrepreneurial avec des femmes qui ont touché tout d'un coup, qui ont atteint le fameux chiffre d'affaires de 1 million d'euros. Enfin, tu vois, le truc où tu te dis, mais elles dépensaient 990 000 de prestations, j'exagère sur le chiffre, je me rappelle, ça m'avait marqué parce qu'il y en avait une qui avait témoigné même sur les réseaux sociaux de ça en disant, mais en fait, quelle énergie j'ai mis, et j'y suis arrivée à ce million, mais en fait, qu'est-ce que j'ai comme qualité de vie ? Je vois plus mes clients, je gère des équipes, je suis tout le temps en train de payer des prestataires, et je suis pas sûre que j'ai envie de ça. Après, je pense que la vérité est entre les deux, je pourrais croître et garder, tu vois, contact avec la réalité, mais
je pense aussi que je suis assez exigeante vis-à-vis de moi, donc assez exigeante des gens qui m'entourent. Et je pense que je serais une terrible chef d'équipe, quoi, tu vois, vraiment, je pense que je serais pas une top manager. Ouais. Bah, c'est bien de le savoir, il y en a plein qui ne le savent pas. Hein. Et est-ce que tu lis encore beaucoup pour toi, pour ton plaisir personnel? Ouais. Alors, pas pendant mes vacances, ça j'adore, beaucoup de fiction du coup. J'ai recommencé à lire un peu le soir, parce qu'à un moment donné, pour me vider la tête, je regardais des séries et pas les séries les plus intelligentes de la planète, vraiment juste pour me vider la tête. Et en fait, il y a quand même beaucoup de choses qui m'intéressent, donc j'ai recommencé à lire aussi bien du développement personnel, du management que de la fiction. Mais je ne lis plus autant qu'avant, ça c'est clair, parce qu'il n'y a rien à faire, surtout quand je lis la non-fiction. Enfin, voilà, il y a mes signaux qui s'allument. Enfin, il y a plein de trucs dans ma tête. Ah, c'est dommage, il y a une faute là. Ah, moi, j'ai restructuré ça autrement. Et donc, j'ai vraiment... La fiction, ça va. La fiction, je suis prise par l'histoire et je me laisse emporter. La non-fiction, c'est un peu plus compliqué. Mais je lis moins qu'avant. Mon compagnon, par exemple, lit beaucoup plus que moi. Lui, il lit tous les soirs au moins 1 heure. Et donc, oui, je vois sa pile de livres qui diminue et la mienne qui continue à grandir. Parce que moi, je continue à acheter des livres, par contre. Tu vois. L'envie de lire, elle est là. Oui, c'est ça. Je pourrais lire toute la journée, en fait. Mais je lis moins. Ouais. Trop bien. Est-ce que tu es fière d'avoir osé te lancer? Ouais. Ouais, je pense. Et d'autant plus de l'avoir fait si âgée. Enfin, tu vois, parce que... Et ça, c'est très chouette d'aller dans des réseaux, je trouve, de femmes entrepreneurs, d'entrepreneurs tout court, mais surtout de femmes entrepreneurs. Moi, je milite fort pour l'entrepreneuriat féminin, parce que je trouve qu'il y a vraiment une belle sororité entre les femmes. Et j'ai vu dans ces réseaux, justement, des femmes qui se lançaient à 67 ans, et tu te dis, waouh, quoi. En fait, qui disent, bon, voilà, moi, c'est fait, je suis pensionnée, maintenant, en fait, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je lance comme boîte qui me ressemble? Donc, je trouve que c'est génial de le faire à notre âge. Et moi, j'encourage beaucoup de femmes de 50 ans à le faire parce que justement, nos enfants quittent le nid, on récupère du temps. Et on est... Voilà, mais je pense que oui, j'ai une fierté de l'avoir fait après autant d'années de salariat. Un regret de l'avoir fait si tard. Parfois, quand je vois autour de moi ce que des jeunes femmes de 30 ans font, et je me dis, en fait, je pense que j'avais les compétences pour le faire, tu vois, mais j'ai pas osé. Mais je regrette pas un instant. Et oui, je pense que j'ai une certaine fierté, même si parfois, c'est vrai, comme quand je suis entourée d'employés qui me parlent de leurs 40 jours de congé par an, dans le secteur bancaire notamment, même 45, je crois, où je me dis, c'est quand même cool, qu'ils doivent pas chercher leurs clients. Qui doivent pas se demander est-ce que l'année prochaine, j'aurai mon chiffre d'affaires. Voilà. Et des fois, tu dis... Pour la charge mentale, ce serait cool, mais il y a tellement d'avantages sur le côté, je trouve. Et il y a encore d'autres choses que tu aimerais lancer? D'autres activités, d'autres formats? J'avais envie de lancer cette série d'ouvrages collectifs, conseils d'entrepreneurs, donc vraiment, ou d'entrepreneuses, mais donc écrits par des femmes entrepreneurs, pour des femmes entrepreneurs. De nouveau, comme je disais, j'ai vraiment envie de rendre à l'entrepreneuriat féminin ce qui m'a apporté, parce que je pense que sans les autres femmes autour de moi, je ne me serais pas lancée. J'aurais pas dépassé le syndrome de l'imposteur en me disant je suis trop vieille, je suis pas experte, qui va m'acheter mes services, etc. Et quand j'ai vu les autres le faire, plus âgés ou plus jeunes, avec moins d'expérience que moi, je me suis dit mais vas-y, fonce. Et donc cette collection-là d'ouvrages collectifs, c'est vraiment un projet qui m'anime beaucoup. Après, il est assez difficile à mettre en place. Sur le papier, tout le monde l'adore, ce projet. Et après, pour trouver 10 femmes prêtes à démarrer au même moment, avec des expertises croisées autour de la même thématique, avec des communautés et des pays différents pour essayer que chacune touche et amène dans le réseau d'autres lectrices pour pas que tout le monde ait le même réseau de mêmes lectrices, par exemple. C'est un peu un casse-tête et ça prend beaucoup plus de temps que ce que j'imaginais. Moi, je suis une grande impatiente. Et donc, je pense que c'est un projet que je dois laisser un peu plus mûrir et infuser et laisser le temps au temps, en parler. Et se dire que voilà, s'il sort dans 2 ans, c'est pas grave et que la date que je m'étais fixée était sans doute un peu utopique, quoi, tu vois. Et est-ce que les ouvrages qui sont dans tes tiroirs, dont on parlait au début, tu vas les sortir un jour? Bonne question.
Parfois, ça me démange. Parfois, je me dis... je pense que le seul qui aurait du sens que je termine et que j'achève, c'est le récit de vie, parce que je trouve que ce serait chouette que je le relise et que je me dise juste, tiens, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je transmets pour mes enfants éventuellement, des choses comme ça, pour boucler ce récit-là. Et je pense qu'il y a aussi je pense que si j'écrivais un roman, j'écrirais un nouveau projet. Ouais. Parce que la pièce de théâtre, je l'ai écrite quand j'avais 30 ans, le roman quand j'en avais 40. Et en fait, c'était sur des thématiques qui me touchaient à l'aube de mes 30 ans, à l'aube de mes 40 ans. Et je pense qu'aujourd'hui, si j'écrivais un roman, mon héroïne serait différente, quoi. Tu vois, donc... ça fait partie un peu des rêves que j'ai de quand je travaillerai moins. Ouais. de pouvoir me replonger vraiment dans une écriture pour moi, quoi. Ouais. On arrive tout doucement à la fin et du coup, je vais te poser la question signature de Compose. Qu'est-ce que tu aimerais oser faire et que tu n'as pas encore fait ? Ça peut être à tous les niveaux. Au niveau pro, un TEDx. Trop bien. Mais j'ai très très peur. Mais on en a déjà parlé à plusieurs personnes et je me suis déjà dit, oui, j'aimerais beaucoup faire un TEDx justement sur un peu le thème du... écrire un livre, à quoi ça sert, et puis aussi le fait que ça prend du temps et que c'est chouette que ça prenne du temps en fait, à l'heure de l'IA où tout va toujours plus vite. Un TEDx, ça je pense que c'est au niveau pro. Et au niveau perso, j'aimerais bien partir faire un long voyage. On est déjà parti 1 an en nomade, mon compagnon et moi, parce lui est freelance dans on va dire dans le domaine informatique pour simplifier. Et donc, il peut travailler à distance, moi aussi. Donc, on est parti 1 an en faisant... on a vécu en Andalousie et puis dans le sud de l'Italie. Et c'était très, très chouette. Mais on travaillait en parallèle. Et moi, j'aimerais bien refaire un voyage... j'aimerais beaucoup aller en Asie 6 mois et me confronter un peu à ces cultures mais l'Asie un peu spirituelle, tu vois. Pas le Japon et la Chine frénétique, mais... plutôt des cultures un peu plus lentes et faire quelque chose de lent. J'aimerais bien essayer la lenteur en fait. Mais j'ose pas trop parce que je suis quelqu'un de très speedé, très enthousiaste. Et donc je pense qu'il y a encore un chemin de maturité qui doit encore être là avant de pouvoir le faire. Trop bien, merci beaucoup. Merci à toi, c'était super chouette comme échange. Merci Laurence d'avoir accepté mon invitation. Vous trouverez tous les liens pour la suivre dans les notes de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant commentaires et étoiles sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser pour écouter et à vous abonner à Compose sur tous les réseaux sociaux. Et puis, si vous voulez m'aider à développer ce projet, comme je le disais au début, n'hésitez pas à le soutenir financièrement via Patreon. Compose est un podcast réalisé entièrement par moi, Julie Mouvet. Le générique a été produit par le talentueux Nucci et l'identité visuelle a été créée par Minuit Studio. À bientôt pour un nouvel épisode.